tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV, voici les titres. Dans l'actualité, ce soir, le contrat d'affermage entre la SONES et la CNO et les contrats avec les entreprises saoudiennes et Aqua Power seront tous audités. Une annonce du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, selon Dr Cheikh Tidiane Dièye. Le nouveau gouvernement fera tout pour préserver l'intérêt du Sénégal. Il était en visite dans les sièges de la SONES et de CNO. Et pendant ce temps, à Bargny, les populations se mobilisent contre l'installation d'une nouvelle unité industrielle, une unité qu'elles qualifient de polluante, des industries qui détériorent l'environnement et créent des dégâts au niveau sanitaire. Les habitants de Bargny interpellent les nouvelles autorités sur cette bombe écologique. Et puis ce soir, nous vous proposons aussi un dossier sur la filière anacarde Kolda, où la baisse de la production inquiète les producteurs qui craignent une disette. Du sport au menu de ce journal avec le Tour d'Europe des Lions. Idrissa Gana Gueye marque son deuxième but de la saison avec Everton et Sadio Mané en est à son 12e but en Arabie Saoudite. Je vous le disais tout de suite, le ministre de l'eau et de l'assainissement annonce des audits dans le secteur de l'eau, le contrat d'affermage entre la SONES et CNO, les contrats avec les entreprises saoudiennes et Aqua Power seront tous contrôlés et évalués. Selon le ministre, le nouveau gouvernement n'hésitera pas à préserver les intérêts du pays. Il était en visite dans les locaux de la SONES et de CNO. Le compte rendu est signé Mamsene Boubabou. Beaucoup d'argent injecté dans le secteur de l'hydraulique tout au long des années, c'est le constat de la tutelle après sa visite de chantier. Dr Cheikh Tidiane Dièye annonce des audits dans les plus brefs délais pour voir le niveau de performance afin d'explorer d'autres pistes pour l'amélioration de la distribution de l'eau. J'ai constaté depuis ce matin que beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur tout au long des années. Évidemment, lorsqu'on dit ça, on doit dire aussi qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut évaluer, qu'il faut auditer pour savoir où cet argent est allé, à quoi ça a vraiment servi. Nous avons vu les équipements et les évolutions et les résultats accomplis, mais évidemment, il faut toujours voir est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, comment faire pour faire mieux, comment améliorer davantage, et c'est à cela que nous allons tendre. Donc ces audits, comme je l'ai dit, suivant les instructions du président de la République, seront développés ou lancés dans les prochains délais, dans les meilleurs délais ou en tout cas dans les délais les plus courts. Abordant les contrats signés par le régime sortant, le ministre de l'Hydraulique compte revoir le contrat d'affermage entre la CNO et la SONES, mais également de celui qui en date avec l'entreprise Aqua Power. Lorsque nous avons dit évaluation, lorsque nous avons dit audit, il s'agit de regarder dans toutes ces options techniques, mais également dans le contenu juridique de ces contrats. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement sortant, le président sortant a signé ce contrat que nous avons trouvé sur notre table. Évidemment, dans les meilleurs délais, nos services ont d'ailleurs commencé à le regarder. Et des résultats de ces audits, y compris sur le choix de ce type de technologie, parce que le besoin en eau, il est réel, mais il y a plusieurs options possibles. Une option a été privilégiée par le gouvernement sortant, nous allons le regarder. Si nous constatons qu'effectivement ce n'est pas la meilleure option pour le Sénégal et pour nos ambitions, nous ne nous gênerons pas à le remettre en question, bien entendu. Par ailleurs, le ministre de l'eau et de l'assainissement informe de la tenue d'un comité de gestion des inondations avant la fin du mois d'avril afin d'éviter au maximum les problèmes d'inondation en saison des pluies. Tout ce flux d'eau va venir ici. Et pendant ce temps, à Bargny, les populations se mobilisent contre l'installation d'une nouvelle unité industrielle polluante, des industries qui détériorent l'environnement et créent des dégâts au niveau économique et sanitaire, selon les populations de Bargny, qui interpellent les nouvelles autorités. Les détails à Rufisque de notre correspondant, Papa Karsek.
Les populations de Bargny sont toujours aussi touchées par les impacts négatifs des établissements polluants à proximité de la commune. Les femmes transformatrices de produits halieutiques sont les plus touchées. Et tous ces établissements sont des établissements dangereux pour la santé des populations. Les Bargnois ont droit à un environnement sain. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'État qui, par exemple, était là, nous a privés de tout droit d'avoir un environnement sain. La centrale à charbon a été démantelée dans un pays et a été montée au Sénégal. Donc si c'est possible de démonter une centrale dans un pays, ça doit être possible de le démonter au Sénégal et de le mettre ailleurs. Parce que ce n'est pas Bargny seulement qui a des terres pour abriter des établissements classés. Donc nous, femmes transformatrices de Bargny, nous sommes toujours au devant de la scène pour lutter contre ces installations. Le député Guy Marius Sagna, en visite sur le site de Helcom, s'est engagé à porter le plaidoyer auprès des autorités du pays. Elles ont résisté pendant toutes ces années-là et bien sûr, elles placent leur espoir en ce nouveau président, en ce nouveau gouvernement. Je suis venu pour les écouter, mais aussi pour me faire leur caisse de résonance à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et j'ai pris l'engagement que je vais respecter dans les prochaines heures, d'informer le gouvernement déjà, parce que c'est un nouveau gouvernement, de les informer, de les interpeller par rapport à cette situation, aux conséquences dramatiques, notamment sur leur santé, aux conséquences dramatiques sur le plan foncier. Le gouvernement sera interpellé à travers notamment une question écrite et au besoin, peut-être même que nous déposerons une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Au-delà des unités industrielles déjà installées, les populations de Bargny engagent un nouveau combat contre l'installation d'une cimenterie dans le port minéralier et vraquier de Sendou. Et nous revenons sur les visites du ministre de l'Assainissement et de l'Eau. Après les sièges de la CNO et de la SONES, le ministre a également visité le chantier à l'usine de dessalement des eaux de Mamel, l'usine du point B de la Cité des Eaux. Dr Cheikh Tidiane Dieye invite les techniciens à respecter justement les délais de livraison des chantiers. Le ministre a aussi annoncé la mise en place d'une nouvelle politique de l'eau afin d'en faire la première ressource de développement de notre pays. Je vous propose de l'écouter. Nous avons commencé par les Mamelles, le phare des Mamelles avec l'usine de dessalement en cours de construction. Vous savez que cette usine a pour vocation d'augmenter la capacité de SONES et SEN'EAU ici à Dakar. Nous avons vu que les travaux sont en cours, avancent, et nous voulons profiter pour encourager les équipes techniques sur place, mais également ceux qui gèrent les chantiers, d'aller de l'avant pour respecter les délais qui sont prescrits de ce point de vue. Après le Mamel, cette usine, nous avons aussi visité ce qu'on appelle le point B, qui est un point extrêmement important, névralgique, qui gère quasiment toute l'eau qui est distribuée à la population de Dakar, une bonne partie de la population en tout cas, qui reçoit l'eau qui vient du lac de Guiers, mais également de plusieurs autres forages tout au long du chemin et qui les traite. Nous avons vu une technologie de pointe. Nous voulons féliciter les services de SONES et de SEN'EAU qui, au fil des années, sont montés en puissance pour installer ces équipements et permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'avoir une eau de qualité. Nous voulons faire de l'eau la première ressource et le premier prérequis ou l'impératif de développement et de la relance des secteurs. Et pour ce faire, il nous faudra une nouvelle politique. Et puis une délégation du Sénégal dirigée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a pris part aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'était du 15 au 21 avril à New York. Des portefeuilles clés d'un gouvernement souverainiste pour mobiliser des fonds chez des bailleurs internationaux. Quoi de plus normal, selon l'économiste Magaye Gaye, qui estime que le Sénégal ne peut pas tourner le dos aux institutions financières mondiales. Je vous propose de l'écouter au téléphone d'Antoine Diouf.
À l'heure où le Sénégal parle de souveraineté économique, à l'heure où le Sénégal a jeté son dévolu sur une politique économique endogène, alors une telle rencontre, c'est vrai, ne surprend pas parce que vous savez que le Sénégal est aujourd'hui a une coopération dense avec les institutions de Bretton Woods, véritablement renégocier sa dette qui est abyssale, qui globalement représente 80% du PIB, donc plus de 10 par rapport aux exigences prudentielles de l'UEMOA, que cette dette-là doit absolument être restructurée et échelonnée. Donc ça peut être l'objet d'un débat. C'est le premier élément. Le deuxième élément, on nous parle du pétrole qui, dont les revenus escomptés, semble-t-il, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont en train de demander de revoir. Donc c'est dans le budget. Là aussi, je crois que ça pourrait être l'objet de discussion. Parlons à présent de la grogne des travailleurs de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ils dénoncent des retards de salaire et des disparités dans le traitement des employés. Face à la presse, les travailleurs de l'ONPEJ demandent au nouveau gouvernement de mettre fin aux fonctions de l'actuel DG. Les détails avec Aïssa Touka. Rien ne va à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ONPEJ. Ça fait 4 mois que les salaires ne tombent plus régulièrement. Les conseillers en emploi sont restés pendant 4 mois sans salaire. Avec des contrats censés leur offrir une première expérience professionnelle et un revenu décent se transforme souvent en cauchemar financier. Les retards de salaire ont des conséquences néfastes sur la vie des travailleurs et leurs familles. Le porte-parole fustige également la précarité de leur situation professionnelle. C'est inconcevable qu'en tant qu'agent qui doit promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes, que tu sois victime de précarité. La nature de nos contrats ne nous permet pas de bénéficier de certains avantages, notamment l'IPM, les cotisations sociales. C'est juste un contrat qui dure 1 an que l'on renouvelle chaque année. Ainsi de suite. Selon le porte-parole de l'ONPEJ, entre les prestataires et travailleurs permanents, la discrimination est bel et bien présente. Au sein de l'ONPEJ, il y a des conseillers en emploi depuis 2014 qui sont toujours sous contrat prestataire. Les travailleurs sous contrat de prestation avec l'ONPEJ sont victimes de discrimination. Ils sont parfois contraints de travailler de longues heures supplémentaires sans être payés et n'ont aucun recours en cas de litige avec l'ONPEJ. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes fonctionne depuis sa création en 2014 avec des prestataires. Les conseillers en emploi, fatigués de voir leurs conditions de travail se dégrader de jour en jour, sont déterminés à mener le combat. Et puis les travailleurs de l'AFTU, Association de financement du transport urbain, initiés au civisme dans le transport en commun. La formation a eu lieu en partenariat avec le service civique national, le management de la clientèle et d'autres aspects visant à améliorer la qualité des services. C'était au cœur des échanges. Khadija Nadjouf et Barasso nous en disent plus. Le corps militaire s'engage avec le service civique national pour une première session de formation et de sensibilisation au civisme des membres de l'AFTU. Pour le colonel Chernadja, cette initiative vise à améliorer le service de transport en commun en préparant les chauffeurs et les receveurs à agir de manière civique. Actuellement, nous en sommes à la première étape avec les responsables et nous allons aller dans le sens où on va aller donc rencontrer maintenant les opérateurs, c'est-à-dire les chauffeurs et les receveurs, ces personnels donc, qui s'activent autour donc, de ces moyens de transport de AFTU, qu'ils puissent avoir ou bien être conscientisés d'une part sur le bon comportement. Pendant cette journée, les formateurs ont abordé le management de la clientèle composé de 4 piliers, selon Rokayatal, chargé de la promotion et d'appui du Forum civique national. Chaque Sénégalais qui quotidiennement utilise forcément
le transport pour quitter un point A, aller vers un point B. Il est donc prédominant et essentiel de repenser à ce service et de se dire que nous avons besoin d'étudier la satisfaction de la clientèle, mais d'orienter également une organisation qui, en fait, prône la durabilité en termes de performance, en termes de services offerts, un service qui doit être sécure, un service qui doit être performant. Mbaye Amar, le président de l'AFTU, propose de revoir les critères de recrutement et de garantir la bonne prise en charge des bus. Il faut revoir les conditions de recrutement car nous constatons parfois des comportements inappropriés entre nos travailleurs et les clients. C'est précisément pour cette raison que nous avons fait appel au service civique national. En collaboration avec le service national civique, l'AFTU compte mettre l'accent sur le civisme pour garantir la satisfaction de la clientèle. L'Association des sages-femmes du Sénégal rend hommage aux sages-femmes de la région de Matam. Une journée leur a été dédiée et la rencontre a été l'occasion pour elles d'inviter les autorités à revoir le processus de recrutement des agents dans la fonction publique. Amadou Mardialo. Fatima Tagnan, présidente de l'antenne régionale de Matam, porte sur ses épaules les difficultés des sages-femmes de la région. L'autre problème, c'est qu'il y a des contractuels qui sont là, qui peuvent rester pendant 3 à 4 mois sans recevoir. L'éloignement, c'est des femmes qui sont dans des zones éloignées, quelquefois sans électricité, sans eau. Mais même par rapport à cette contractualisation, s'il y a des contrats, un quota pour la région, au lieu de prendre les sages-femmes qui sont au niveau de la région, et les gens prennent d'autres sages-femmes qui viennent. Et quelquefois, c'est des sages-femmes qui ne connaissent pas le milieu. Et ça pose un problème d'adaptation. Le président de l'association des sages-femmes appelle les nouvelles autorités à revoir le processus de recrutement des agents sanitaires dans la fonction publique. Par rapport aux fonctions publiques, on a vu qu'il y a un peu de l'injustice par rapport à... Parce qu'on voit des gens qui sont sortis récemment, recrutés, alors qu'il y a des gens qui, pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, sont en train de faire des contrats à en finir et qui n'ont pas été vraiment recrutés. Donc c'est les problèmes qui sont là au niveau de la région et qui touchent l'ensemble des prestataires, mais plus précisément nous les sages. En marge de la journée dédiée aux sages-femmes de la région de Matam, la dite association a eu à faire les bilans de ses activités sanitaires et sociales et rouvre une fenêtre de perspective pour sauver la carrière professionnelle de certains agents en difficulté. Et pour promouvoir la recherche et mieux outiller les étudiants, l'université Hassan Sek de Ziguinchor et le complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba ont signé un partenariat. Il repose sur 2 volets essentiels, l'agriculture et les énergies éoliennes. Les responsables du complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba se sont réjouis de ce partenariat. Les détails dans cette correspondance à Touba signée Gourandaklo. Renforcer la formation professionnelle, mais aussi outiller davantage les étudiants, objectif de la coopération de l'université Hassan Sek de Ziguinchor et le complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim, qui a accueilli la visite d'éminents professeurs issus de plusieurs filières pour nouer un partenariat gagnant-gagnant avec l'université de Touba. Une coopération que nous avons souhaitée parce que nous voulons aussi sortir du cadre de la coopération classique que nous avons l'habitude d'avoir avec les autres universités pour nous inscrire dans une nouvelle dynamique qui consiste à n'exclure personne dans le champ de la coopération et du partenariat. Et il se trouve que l'université de Touba est une université qui a véritablement pour nous un intérêt évident. En ce sens que d'abord c'est une université qui a cette caractéristique d'être une université non seulement privée mais aussi une université qui a une dimension religieuse. Une coopération magnifiée par les autorités éducatives du complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim qui loue d'ailleurs la bonne démarche du Temple du Savoir de Ziguinchor. Ces axes sont des axes qui véritablement vont sceller entre les 2 universités une coopération fructueuse. En tout cas, nous la voulons fructueuse. Nous n'avons pas doute que cette coopération va être fructueuse. Pour revenir maintenant sur les axes, ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'il s'agit de 2 volets. Il y a le premier volet qui concerne l'enseignement
la recherche et l'administration. Et le second volet, ça concerne tout ce qui est service à la communauté et à la société. Et si chacun de ces volets, les attentes sont quand même très importantes. Renforcer les liens de partenariat entre l'université de Touba et celle des autres régions du pays. Priorité de Serigne Ahmadou Badawi Mbacké et son équipe qui œuvrent pour la bonne marche du complexe universitaire de la capitale du Mout. Parlons football à présent. En France, Papa Amadou Diallo s'installe définitivement dans le 11 de Metz. En Angleterre, Idrissa Gana Gueye a marqué son deuxième but de la saison avec Everton, de même que Sadio Mané qui en est à son 12e but en championnat. C'est en Arabie Saoudite. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En France d'abord, Crépin Diatta a délivré une passe décisive avec l'AS Monaco qui s'impose 2-0 face à Brest. Papa Alassane Gueye était titulaire en défense centrale avec Marseille qui concède le nul 2 partout face à Toulouse. Dans ce match, Iliman Ndiaye entré en cours de jeu, Ismaïla Sarr reste toujours blessé. Mais avec Pape Amadou Diallo s'est imposé face au Havre Arnaud Sangante titulaire. 1-0. Lamine Camara et Aboulo sont entrés en cours de jeu. Nampalys Mendy était de retour dans le 11 lensois qui s'impose 1-0 face à Clermont de Mori Diaw dans les buts. En Ligue 2 française, Mohamed Diop a marqué avec 3 qui perd finalement 2-1 face à Angers. En Angleterre, Idrissa Gana Gueye a marqué avec Everton son deuxième but de la saison. Les Toffees se sont imposés 2-0 face à Nottingham Forest malgré le retour dans le 11 de Moussa Niakhaté. Fortune diverse pour Nicolas Jackson éliminé avec Chelsea en demi-finale de la FA Cup par Manchester City. Mais l'attaquant sénégalais a brillé par son manque d'efficacité et a été complètement fracassé sur les réseaux sociaux. En Espagne, Youssouf Sabaly était de la partie à Mestalla lors du succès du Betis Séville face à Valence, 2-1. En Belgique, Pape Demba Diop a inscrit son premier but de la saison avec Jules Touarenghem qui s'impose 4-1 face à Lers. Enfin, un crochet en Arabie Saoudite où Sadio Mané a inscrit un doublé avec Al Nassr pour une victoire 3-1 face à Al Fayha. Il marque ainsi ses 11e et 12e buts en championnat. Dossier sur la filière anacarde Kolda où la baisse de la production inquiète les producteurs qui craignent une disette dans cette zone. Dans cette partie du pays où l'anacarde fait partie des principales ressources de subsistance. Et cette année, elle n'a pas été épargnée par la forte vague de chaleur exceptionnelle enregistrée dans cette zone. Seydou Diatta. Dans les plantations, le spectacle est désolant. Pas assez de noix de cajou à collecter que des bourgeons flétris par la vague de chaleur enregistrée dans la région cette année. L'angoisse est devenue le compagnon quotidien des producteurs. La situation de l'anacarde cette année, vraiment c'est désastreux. La chaleur a détruit toutes les floraisons. Nous tous, on est inquiets. Auparavant, à l'heure actuelle, nous étions dans les champs pour ramasser les cailloux. On était là-bas, hommes et femmes, les enfants. Mais cette année, c'est le contraire. Il n'y a pas de floraison. Et s'il n'y a pas de floraison, il n'y aura pas de cailloux. Il n'y a pas de noix. Il n'y a rien. Dans le département de Kolda, un peu partout, les anacardes, rien ne marche. Il n'y a même pas. Tu vois 1 hectare, c'est un seul pied qui produit. Bon, des inquiétudes, hein, parce que la floraison, la manière dont ça a donné au début, les gens ont cru que ce serait une bonne campagne. Mais si on perd de famille qui a 4 à 5 hectares, te dit qu'au pareil moment, il se retrouve avec 2 sacs. Ce qui veut dire que vraiment la production n'a pas bien donné. Le prix au kilogramme Borchamp est à 300 francs en ce moment, mais difficile pour les collecteurs de mettre la main sur d'importantes quantités. Les producteurs qui avaient l'habitude de se frotter les mains en cette période passent les journées à se tourner les pouces tout en redoutant la disette dans les prochains mois. L'anacarde, c'est notre principale ressource pour la subsistance. Malheureusement, la production est en manque cette année. Nous sollicitons l'aide du gouvernement. Cette année, je peux vous dire, à partir du mois de juillet, août, jusqu'à septembre, nous aurons des problèmes de nourriture. Ça, c'est sûr. Parce que ce qu'on avait cultivé pendant l'hivernage passé, vraiment, ça s'est épuisé. Présentement, nous n'avons plus de l'espoir par rapport aux anacardes. C'est la famine qui va se poser. Nous demandons au gouvernement, vraiment, le président de la République,
qu'il pense à la population, surtout les vivres de soudure. La situation passe de mal en pis dans beaucoup de localités. En dépit de la faible production de l'anacarde, les périmètres maraîchers sont devenus la cible des babouins qui dévastent tout sur leur passage et anéantissent les derniers espoirs. Très sérieusement, pour vous dire, à l'heure où nous sommes, la population est en train de souffrir. Nous espérions vraiment dans les périmètres maraîchers. Là-bas aussi, les singes, à la claire de lune, il y a des singes qui descendent dans les périmètres maraîchers pour manger les légumes. Les gens sont interdits. Oui, permis de port d'armes. Les singes sont en train de faire leurs noces et la population est en train de souffrir. Les greniers sont à moitié vides, l'économie en berne alors que l'hivernage approche à grands pas. Les producteurs sont dans la tourmente et sollicitent l'aide du gouvernement pour faciliter la résilience. Seydou Diatta, merci. Et c'est le dossier du lundi qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn.